Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio. Et bienvenue dans Objectif Startup. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine, l'émission dédiée aux startups pour les startups dans laquelle les fondateurs de startups viennent se confier en toute intimité. Aujourd'hui, je reçois Marie Genevièse. Bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Caravelle Pension. Caravelle Pension. On va rester sur Caravelle. Caravelle en méditation. Ouais, comme je me disais en off, on a en fait, au départ, on est parti sur Caravelle Pension avec l'idée un peu du pension pour rappeler en fait, la pension retraite tout simplement. Et en fait, on se rend compte qu'en France, c'est pas hyper parlant. Donc voilà, on va sans doute rester plutôt sur Caravelle pour le moment. Donc Caravelle pour les Français. Alors, qu'est-ce que Caravelle ? Que fait Caravelle ? Alors Caravelle, c'est la retraite complémentaire des indépendants. Quand on parle d'indépendance, on est convaincu qu'en fait, on est une génération qui n'aura pas de carrière linéaire, une personne passera toute sa vie dans la même boîte, à un même poste. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout le monde dans sa vie professionnelle et de leur assurer une retraite. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, il y a pas mal d'incertitudes. On pourra développer ensuite. Oui, alors pas mal d'incertitudes. Justement, à l'approche des présidentielles, on en parle de la retraite. Certains candidats veulent la pousser à 65 ans, d'autres la maintenir à 60 ans, 62. Bon, on sait qu'on va devoir travailler plus longtemps. C'est un fait. On ne va pas pouvoir, nous, en tout cas, prendre notre retraite à 60 ans, ça c'est sûr. Voilà, donc qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, nous, du coup, concrètement, on s'inscrit vraiment en parallèle de l'État. L'idée, c'est pas du tout de venir à la place ou typiquement, on prend pas du tout de position politique. On constate et voilà, nous, on est vraiment plus dans l'idée de se dire, on sait qu'à titre individuel, c'est un peu devenu une nécessité de cotiser. Et donc, on propose une solution qui soit la plus simple, la plus transparente et la plus responsable possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un secteur qui est vraiment très traditionnel et il y a pas mal de choses à faire pour dynamiser tout ça. Alors, moi qui travaille, je souhaiterais faire appel à Caravelle. Enfin, comment ça se passe ? Je vais sur le site internet ? Ouais, exactement. Il y a un site pour le moment qui peut se faire aussi d'ailleurs sur mobile. Il n'y a pas encore d'application, mais ça arrive. Ça se fait vraiment en quelques minutes. Typiquement, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous dans une banque, de se déplacer et d'amener 50 documents. Tout se fait en ligne. Après, bien sûr, on sait que on peut avoir besoin d'un conseil. Donc, il y a aussi des conseillers qu'on peut appeler pour avoir des conseils sur sa situation. Donc, si on s'y connaît un peu, on peut le faire vraiment en toute autonomie. L'idée, c'est qu'il y a des simulateurs, des calculateurs qui permettent vraiment déjà de connaître ses droits. On a un calculateur qui va sortir, qui est agrémenté par l'URSSAF. Donc, c'est à la fois cet enjeu d'éducation, de savoir typiquement que vous puissiez savoir combien vous avez cotisé, ce à quoi vous aurez droit. Donc, à l'instant T, à combien j'aurai le droit à 65 ans, par exemple ? Oui, exactement. Et on se rend compte que c'est pas énorme. Ça peut faire peur. Ça peut faire un peu peur. Et donc l'objectif, c'est de proposer des solutions qui permettent d'avoir un complément de revenu et donc de cotiser à titre individuel. Donc c'est vraiment en parallèle de la retraite d'État. Et donc ensuite, après ces calculateurs, ces simulateurs, on peut le faire en quelques minutes en ligne. Et après, on a un compte ouvert sur lequel on peut mettre de l'argent un mois, ne pas mettre un autre mois. C'est vraiment aussi flexible et c'est pour ça aussi que c'est adapté aux indépendants qui n'ont pas forcément toujours les mêmes revenus, mais adapté aussi aux carrières qui sont de moins en moins linéaires avec des périodes de vie. On ne sait pas forcément si pendant 30 ans, on pourra mettre le même montant tous les mois. Donc ça se module à chaque fois, c'est-à-dire que je me dis là, je suis sur une bonne lancée, je peux mettre 100 € de côté chaque mois et à tout moment, je peux stopper. Ouais, complètement, et il n'y a pas de frais. En fait, typiquement, quand je parlais de transparence tout à l'heure, aujourd'hui, la plupart des banques ou assureurs traditionnels, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'un contrat, c'est assez lisible. Mais il peut y avoir des frais sur versement, des frais. Donc, en Bien fait, sûr. chaque mois, si on veut arrêter, il y a des frais parce qu'on arrête. Si on veut, dès qu'on met de l'argent, il y a des frais parce qu'on a mis de l'argent. Donc, tous ces frais-là, nous, on les a enlevés. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un modèle qui soit Transparent, sans frais. Transparent, exactement, avec le monde... peu de frais, tous les frais optionnels, ils sont enlevés.
D'ailleurs, on pense à la déclaration de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui parlait justement du plan épargne retraite, le PER, qui, selon lui, contient trop de frais. Et à partir de juin, il y aura une transparence qui sera demandée aux assureurs parce qu'il y a justement pour expliquer tous ces frais. Donc vous, les frais, on les met de côté, il n'y en a pas. Ouais, exactement. Alors, il y en a quelques-uns. Alors ça, pour le coup, je vais pas vous ennuyer maintenant avec tous les détails. On a fait sur le site vraiment une page hyper exhaustive en expliquant chaque couche de frais. Il y a certains frais obligatoires, notamment au niveau de la gestion de l'argent. Donc, il y a quelques frais. Par contre, on distingue en fait des frais optionnels, des frais, on va dire... c'est incompressible donc tous les frais optionnels chez nous on les a enlevés. D'accord. Et c'est surtout sur ces frais-là en fait quand on compare que ça peut monter assez vite et assez haut. Et donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de transparence et on espère que tout le monde va suivre. Et en fait, je dirais que c'est une super annonce et nous on milite pour ça. Ça fait partie des valeurs qu'on porte. La seule chose, c'est qu'on s'en rend compte aussi et que, par exemple, nous, à donner trop de transparence, c'est tellement compliqué quand même de comprendre que j'espère que les clients vont s'y retrouver, les épargnants vont s'y retrouver avec plus de transparence aussi. Et affaire à suivre. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors justement, là, vous le disiez tout à l'heure, donc c'est sur un compte. Comment ça se passe ? Est-ce que l'argent, on le transfère, on peut faire des virements ou c'est par carte bleue ? Comment ça se fait en fait ? Oui, aujourd'hui, la plupart de nos clients, c'est des virements réguliers. Programmés ? Exactement. Les deux sont possibles, mais du coup, le plus simple, souvent, c'est ça. L'idée étant à la fois de mettre un petit peu de côté chaque mois. Et en fait, ça fait que sur du long terme, comme on est sur un horizon retraite, ça a des effets, des multiplicateurs. Oui, c'est toujours mieux de mettre un petit peu chaque mois, de lisser. Exactement. L'argent, il est géré comment ? Alors, aujourd'hui, nous, on a construit, on va dire, sur on a une philosophie d'investissement responsable. Donc, dans cette logique de transparence, à la fois, on parlait de frais, mais c'est aussi vraiment de transparence sur là où on place l'argent de nos clients. Donc, c'est vraiment des fonds qui vont être, par exemple, labellisés, qui vont financer la transition écologique. On peut choisir cette thématique. Et l'idée, c'est que vraiment, on puisse... aujourd'hui, sur votre espace client, vous pouvez voir les secteurs que vous financez. Vous pouvez voir, on veut vraiment ajouter de la transparence à tous les niveaux. Donc, le client sait où va son argent. Exactement. Aujourd'hui, on est au stade de secteur, c'est-à-dire qu'on peut vous dire quel secteur vous financez. Demain, on a envie d'aller plus loin et de pouvoir vraiment dire dans quelle entreprise, dans quel projet. Mais c'est encore un travail de longue haleine parce que la transparence, il n'y en a pas partout. Les clients, ils sont de plus en plus responsables. Comment ça, ils cherchent par rapport à l'environnement, à placer responsable en fait. Est-ce qu'ils font attention ? Est-ce que cette demande de vert, vous la ressentez vous chez vos clients ? Oui, on la ressent. Après, nous, j'ai l'impression, c'était vraiment quelque chose d'intrinsèque. On ne se voyait pas monter une entreprise sans prendre en compte ces considérations-là. J'ai, on va dire, l'espoir qu'aujourd'hui ce soit un petit peu le cas de tout le monde, dans la mesure où en tout cas, c'est quelque chose qu'on va chercher, c'est un plus. Nous, on ne voulait pas du tout être l'épargne retraite verte, la retraite complémentaire verte, parce que, en fait, on pense que ça doit être vraiment intrinsèque aujourd'hui à une boîte qui se crée. Maintenant, on se rend compte que il y a encore beaucoup de pas, mais il y a une demande. Maintenant, au niveau de l'information, il y a tellement de tout. On tombe aussi vite dans du greenwashing. Au niveau des labels, il y a... Justement, c'est ce que j'allais dire. Vous n'avez pas envie de ça, de ce greenwashing. Justement, vous voulez... ça fait partie de Caravelle. C'est un fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, on explique qu'on a toute une philosophie d'investissement. On explique où on place l'argent. On a envie d'ailleurs d'aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un cadre réglementaire, un cadre légal et un cadre technique qui fait qu'on fait pour le moment aussi avec ce qu'on a. Mais typiquement, très rapidement, il y a plusieurs niveaux de labels. On a choisi vraiment les labels les plus exigeants. L'idée étant pas juste de se dire on va choisir une entreprise qui met en place quelques initiatives sympas, mais vraiment en excluant des secteurs, en essayant d'aller le plus loin possible dès aujourd'hui et en continuant dans cette direction. En termes de rentabilité, est-ce que vous proposez plusieurs choses ? Est-ce qu'il y a un profil client ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, on reste sur un produit financier. Bien sûr que votre argent est placé.
Nous, vraiment, notre objectif avec Caravelle, il n'est pas de se positionner comme un énième placement financier, mais vraiment comme pouvoir proposer un accompagnement tout au long de sa carrière pour assurer une retraite. Donc aujourd'hui, on fonctionne vraiment selon l'âge de la personne qui vient chez nous. L'idée étant que si on est à 30 ans de la retraite, on peut se permettre justement d'aller chercher un peu de risque, un peu de performance et de sécuriser en vue de la retraite. Maintenant, si quelqu'un veut faire de lui-même, sécuriser tout de suite ou faire après, c'est adaptable. Mais aujourd'hui, on a vraiment un plan qu'on préconise qui est un plan qui suit toute sa carrière professionnelle sur du long terme, en fonction de l'âge. Exactement. Du coup, vous visez plutôt les jeunes actifs. Oui, alors jeunes actifs, on va dire que c'est jamais trop tard pour commencer, mais clairement, le plus tôt est le mieux. Donc aujourd'hui, on vise plutôt les jeunes actifs. Où cet argent est placé ? Chez un assureur ? Ouais, on a un partenariat avec Apicil, qui est le 3e groupe de prévoyance en France, qui est basé à Lyon. Et du coup, aujourd'hui, c'est eux qui gèrent l'argent. C'est-à-dire que nous, le client traite seulement avec nous. Tout l'espace client, il est chez nous. Par contre, on n'a pas, c'est pas nous qui stockons l'argent. Donc, on ne sait pas ce qu'on souhaite. Mais si jamais demain, Caravelle s'arrête, l'argent sera toujours stocké en sécurité. Oui, vous n'avez pas la gestion en fait de l'argent. On a la gestion, mais on le garde pas. C'est-à-dire que il va placer chez vous. Ouais, voilà. Justement, on va parler de cette fondation, de cette start-up. Vous étiez 3. Vous êtes toujours 3 cofondateurs. Olivier et Hugo. Comment ça s'est passé ? Ça date de décembre 2020. C'est ça. Alors, pour remonter à la genèse de Caravelle, c'est, on va dire, l'idée d'Olivier, au départ, qui a monté une entreprise avant. Et en tant que chef d'entreprise, il s'est rendu compte qu'il avait cotisé à pas grand-chose. Typiquement, pas au chômage, typiquement... assez peu en termes finalement de protection sociale. Et en fait, c'était en 2019 au moment des débats des réformes des retraites. Du coup, il a regardé ce à quoi il avait cotisé pour sa retraite et c'était quelque chose comme 17 €. Donc, autant vous dire, pas grand-chose. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là qu'il a commencé à regarder ce qui se faisait. Il n'est pas parti tout de suite sur une création d'entreprise. Ça a été vraiment plus l'idée, le projet en parallèle. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait surtout des acteurs et des banques traditionnelles et que c'était un secteur encore pas mal à l'ancienne parce que la retraite, c'est pas forcément sexy comme sujet. Et pourtant, c'est dommage parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à faire. Et il faut y penser. Exactement, il faut y penser. Et en fait, moi, je le connais depuis la classe prépa. Donc, Vous étiez amis, du coup ? Ouais, on était amis. Et puis, chacun entrepreneur de notre côté. Donc, on échangeait régulièrement. Et du coup, j'avais suivi un peu la genèse. Moi, j'étais sur une autre entreprise à ce moment-là. Du coup, c'était pas le moment. Et il a été incubé dans un incubateur qui s'appelle Founders Factory. Et c'est là où il a rencontré Hugo. Et en fait, Hugo, qui était salarié de cette structure, l'accompagnait dans le projet. Et en fait, question de timing, on s'est retrouvés à travailler un peu ensemble, vraiment plus sur de la mise en commun, parce que c'était des sujets qui nous intéressaient. Et puis, de fil en aiguille, le timing est devenu bon. Et donc, en décembre 2020, on a créé la société tous ensemble. Donc, en fait, une start-up, c'est une histoire de timing, pour vous, un peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, ça se confirme avec mes différentes expériences. Je pense que c'est une histoire de timing, à la fois à titre personnel et à la fois... Enfin, moi, je sais que je ne me voyais pas du tout entreprendre seule, ni pour ma première boîte, ni la deuxième. Et du coup, il y a ce côté timing à plusieurs, pour moi, en tout cas. Parce que là, du coup, ce n'est pas votre première boîte, c'est la 3e ? Ouais, presque. Alors, je considère que c'est la 2e, mais en fait, c'est la 3e parce qu'il y en a une qui est, pour l'instant, une boîte projet, qui existe, qui a un site et qui a des clients. Donc, en soi, oui, c'est quand même une entreprise. Du coup, c'est la 3e. La première, c'était l'épicerie créole, ce qui est un peu le Lancaster ultramarin. On travaille avec des producteurs ultramarins pour les aider à pallier la distance et les problèmes logistiques qui a développé dans l'Hexagone et en Europe. Et la 2e, ça s'appelle Impala. C'est toujours.
une boîte, voilà, surtout pour du cadeau de naissance, avec un chouchou pour la maman assorti au short du bébé. Magnifique. Alors justement, vous parliez de vos études. Vous avez fait quelle étude? Vous étiez en classe prépa. C'est là que vous avez rencontré justement Olivier. C'était quelle école? Quelles études? Alors, c'était une prépa école de commerce à Lyon. Sauf que moi, j'ai fait 1 an de prépa et après, j'étais pas super forte en maths. Et c'est des études où c'est hyper sélectif par les maths. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je continue dans cette voie? Il y avait plein de trucs qui me plaisaient. Mais de manière un peu stratégique, je me disais aussi, bon, il y a peut-être d'autres choses. Et du coup, en fait, j'ai fait 1 an de prépa et 1 an d'IAE à Lyon. D'accord. Où on pouvait rentrer en fait en... À Lyon 3? Ouais, exactement. Et après, j'ai passé du coup les concours en admission parallèle et je suis rentrée à Grenoble. D'accord. Et alors, vous faites vos études à la sortie, justement. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, j'ai envie d'être à mon compte tout de suite, ou vous êtes passé par la case salarié? Alors en fait, je me voyais pas du tout entrepreneur. Enfin, j'y pensais même pas vraiment. J'ai pris aucun cours sur l'entrepreneuriat en école. C'était pas, voilà, j'ai des amis qui sont partis en master entrepreneuriat, qui avaient vraiment cette envie de partir là-dedans. Moi, pas vraiment. Et en fait, j'ai fait de l'alternance. À la fin, j'ai travaillé chez Accor et j'ai fait des stages. Et en fait, après, j'ai pris un peu de temps pour voyager. Et à ce moment-là, je me suis dit... Enfin, mes parents vivaient aux Antilles. J'avais ce temps... Enfin, j'ai rencontré pas mal de monde, notamment des producteurs. Je me rendais compte de l'image qu'on avait, des soucis qu'ils pouvaient avoir. Et en fait, c'est vraiment le projet où je me suis dit... en fait, j'ai envie de faire quelque chose par moi-même. Et finalement, si je me dis d'attendre le bon moment, il n'y aura peut-être jamais de bon moment. Donc là, voilà, je sors de mes études, j'ai pas d'engagement, j'ai pas trop de problèmes financiers, j'ai pas trop de questions à me poser. Donc à la limite, c'est pas un si mauvais timing. Encore une question de timing. C'était le bon moment. Donc vous avez foncé. Votre famille vous a soutenu? Ouais, complètement. Alors, complètement soutenu. Au début, quand du coup j'en ai parlé à mes parents, mon père m'a dit mais attends, t'es chez Accor, ils te proposent un job, qu'est-ce que tu vas chercher Parce qu'ils vous proposaient un CDI chez Accor? Ouais, ils me proposaient un CDI. Alors, pas tout de suite, mais ils m'ont proposé un CDI, mais c'était un peu en restructuration et c'était un peu refaire ce que je faisais pendant mon alternance. Ça s'était hyper bien passé et je m'entends toujours hyper bien avec... je revois certaines personnes et si ça se trouve, dans quelques années, je vous dirais, j'y suis retournée. Mais voilà, à ce moment-là, moi, j'avais envie d'apprendre d'autres choses et je ne me voyais pas attendre 1 an et demi dans un poste le même que j'avais fait en alternance avec peut-être un moment, une possibilité d'évoluer après. Oui, ça vous excitait pas plus que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, vous vous êtes lancé. Vous étiez toujours chez vos parents ou pas? Alors, mes parents étaient aux Antilles, donc non. Vous êtes revenu en France? Ouais, exactement. Et du coup, non, je vivais en région parisienne. D'accord, parce que parfois, ça peut être assez compliqué quand on vit seul ou justement d'être confronté seul à l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Ouais, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je me voyais pas du tout entreprendre seule. Et pour le coup, ça a été vraiment une question de timing où l'épicerie créole, j'ai monté avec Thaïs Hérault, qui est une amie d'enfance. Et en fait, elle était en master entrepreneuriat pour le coup. Et en fin d'études, en fait, il fallait qu'elle monte un projet. Et donc, on s'est associés sur ce projet qui est devenu une entreprise. Et c'est vraiment cette question de timing où, en effet, moi seule, je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 pour Caravelle, créé, donc on l'a dit tout à l'heure, en décembre 2020. Comment s'est passée l'année 2021 ? Comment ça s'est passé, en fait ? Alors, il y a eu toute une première partie de l'année où, en fait, on a dû monter, justement, trouver un assureur avec qui on pouvait travailler. Parce qu'aujourd'hui... on n'a pas... c'est hyper réglementé comme secteur. Donc, on a établi un cahier des charges, on a créé notre produit à nous, mais sur la base de ce que pouvait proposer un assureur. Donc, en fait, ça, c'était un timing qu'on avait complètement sous-estimé. Mais techniquement, en fait, on ne propose pas un produit financier comme ça du jour au lendemain. Et donc, on a, sur toute la première partie de l'année 2021, trouvé un partenaire, puis... mis en place monter du coup ce qu'on appelle un MVP en no-code. D'ailleurs, c'est mon associé qui s'est formé, qui a fait ça. Je suis assez impressionnée. Et en fait, en 6 mois, on a pu sortir un produit, avoir nos premiers clients et on a lancé à l'été 2021. D'accord, donc été 2021. Aujourd'hui, du coup, le nombre de clients, alors je ne sais pas si on peut vous le demander, une fourchette, un approximatif.
Ouais. On communique pas encore beaucoup dessus parce que en fait, ça change tous les jours. On a quelques centaines de clients. D'accord. On a, en gros, voilà, on a pas mal de gens. En fait, on se rend compte qui ont un besoin d'un temps de réflexion. Mais voilà, on a plusieurs milliers de prospects, c'est-à-dire qui viennent sur le site, qui testent nos outils. Et on a quelques centaines de clients aujourd'hui. Et alors ça, justement, la prospection, vous en faites beaucoup? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on fonctionne surtout avec des partenaires. En fait, on a vraiment, pour comprendre notre audience au départ, on a pas mal échangé avec des freelances, des consultants. Et donc, on bosse beaucoup avec nos partenaires, type des plateformes, type des banques, enfin des comptes pro en ligne, par exemple, type des mutuelles, d'autres services complémentaires. Et donc, on va dire, on fait pas du tout de prospection, c'est-à-dire de phoning de gens qui ont aucun intérêt, mais on passe vraiment avec ces partenaires qui parlent de nous et sur lesquels, en fait, on veut vraiment éduquer aussi sur le sujet retraite. Donc il y a déjà des gens pré-ciblés, en fait. Il y a déjà grâce à vos partenaires. Ouais, il y a des gens pré-ciblés. Après, on se rend compte du coup que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup et même nous, on fait un gros travail. Moi, au départ, j'y connaissais rien et l'idée, c'est vraiment, en termes de contenu, de proposer des choses simples, d'expliquer simplement, sans acronyme. Donc, il y a à la fois voilà, le contenu qu'on fait avec nos partenaires, le contenu qu'on fait aussi sur le site. Enfin, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui viennent aussi en cherchant à comprendre. Donc voilà, on a à comprendre quoi, leur retraite, Ouais, comment ça fonctionne. En fait, aujourd'hui, un indépendant, il est bien conscient qu'il faut qu'il fasse quelque chose par lui-même. Il n'a pas un employeur ou quelqu'un qui peut-être lui a offert quelque chose. Et du coup, en cherchant à, on va dire, s'équiper, se protéger, donc il y a la mutuelle, la RC Pro et la retraite vient avec ce package. Oui, c'est important d'éduquer justement les personnes. Alors là, c'était pour l'année 2021. 2022, quels sont les projets pour le reste de l'année ? Qu'est-ce que va devenir Caravelle ? 2022, grosse année pour nous. On est en plein recrutement, on est en train de doubler l'équipe. Donc là, c'est un gros sujet en ce moment. D'ailleurs, voilà, on recrute. D'accord, vous recrutez on recrute en marketing, Ouais. on recrute en relations clients. Voilà, donc on recrute en technique aussi. On recrute sur plusieurs postes. Est-ce que vous attendez les présidentielles avec impatience ou pas du tout en fonction justement des réformes ou pas qui vont être prises pour la retraite ? Ouais, on attend et on suit ce qui se passe, bien sûr. Après, aujourd'hui, de toute façon, il y a les présidentielles, mais on est, nous, sur une échelle de temps longue et Oui. il y aura les présidentielles, il y aura les prochaines. Nous, l'objectif, il est vraiment d'informer, de se dire... On va tout faire pour que on ait le mieux par nos cotisations. Mais nous, on est vraiment en parallèle de ça. Et voilà, l'idée est toujours d'informer, mais pas de prendre parti ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, mais bon, après, est-ce que vous êtes vraiment dépendant des réformes ? Quoi qu'il arrive, en fait, on aura besoin, tous les citoyens, idéalement, auraient besoin d'un complément de retraite. Enfin, tous, presque tous. Ouais, complètement. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dépendant des réformes. On est plutôt là pour se dire, quelles que soient les réformes, on sera là et voilà. Il faut le faire. Exactement. Et on vous donne accès à de l'info, à des outils simples et voilà, pour agir pour vous et votre futur vous. Alors, il y a une question que j'aime bien poser. Est-ce qu'il y a une chose que vous referiez différemment ? Alors, sûrement pas qu'une, mais une qui me vient en tête, la première, ce serait de dire non plus souvent. C'est peut-être bizarre à dire. Non, ça prend du sens, ça peut être tourné dans... Ouais, en fait, c'est qu'au début, quand on crée une boîte, on a vraiment envie de prendre toutes les opportunités. En fait, on se dit, le moindre contact, c'est bon à prendre. Tout ce qu'on nous propose, on prend. Et a posteriori, on se rend compte que, alors c'est bien et c'est toujours enrichissant, mais qu'en fait... Le temps, mine de rien, il passe vite. C'est chronophage. Ouais, c'est chronophage et il faut absolument apprendre à avoir cette direction et se dire, OK, parfois en sortir un peu, faut pas avoir des œillères non plus, mais parfois se dire, là, c'est pas le moment. Merci, c'est un super contact, c'est un super truc. Mais c'est pas pertinent. Il faut qu'on en parle dans 6 mois ou là, c'est pas le sujet du moment. Et arriver vraiment à se concentrer. Donc, classer les priorités en termes de pertinence pour la start-up, justement. Ouais, exactement. Et pouvoir dire non quand c'est pas le moment ou c'est pas pertinent, c'est pas grave. D'accord. Donc, un peu plus de recul au final ou...
Ouais, c'est du recul, mais c'est aussi pas avoir peur de dire non et de rater quelque chose. Parce que parfois, en fait, j'aime bien l'image de dire il vaut mieux peut-être être à 80% sur un sujet et se garder un peu d'ouverture sur le reste, plutôt que d'être à 10% sur un peu de chaque. Et du coup, on n'avance pas. Et alors, dernière question, quel conseil vous donneriez à des gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être se lancer, monter leur start-up? Le conseil que je donnerais, c'est de pas trop se prendre la tête. En fait, c'est que je trouve, pareil, a posteriori, que souvent, moi en tout cas, je pensais pas mal comme ça. Typiquement, je cherchais un boulot, soit je montais ma boîte, soit de réfléchir un peu avec ces différentes cases, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut être salarié et se dire « Ah, j'ai telle idée, j'ai un sujet que j'aime. » On peut très bien, je sais pas, créer un compte Instagram pour parler de ça, créer un blog pour parler de ça, en parler autour de nous. En fait, il n'y a pas forcément besoin de tout arrêter, d'être à 100% pour monter sa boîte. Et je trouve que, moi en tout cas, en échangeant, parfois il y a ce côté, ça paraît énorme parce que, oui, monter une entreprise, se lancer, c'est risqué, il y a plein de choses à faire. Et en fait, du coup, un peu décomposer cette espèce d'énormes projets, d'énormes dédramatiser, en fait. Ouais, dédramatiser. Et se dire, on peut faire des petites choses, des petites actions pour aller dans cette direction. Et peut-être que d'ailleurs, via ces petites actions, on va rencontrer des gens et se dire, ah, mais finalement, j'avais pas pensé à ça et je vais plutôt partir dans cette direction. Mais il y a plein de petites actions qu'on peut faire avant de se dire, je quitte tout et je monte ma boîte. D'accord, d'être un peu plus mesuré. Ouais, un peu plus mesuré et dédramatiser, je pense que c'était ça. Et pouvoir aussi tenter des choses et identifier les petites actions qui peuvent se faire dans la situation actuelle sans forcément tout arrêter pour partir de zéro. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Marie Genevièse. Merci beaucoup. Cofondatrice de Caravelle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Objectif Startup. Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork la radio et sur toutes les plateformes de streaming.